Aujourd'hui, c'est encore le plus grand des rushs, tout ensemble, et on y va quand même. J'ai l'impression de vivre sur à peu près 3 ou 4 fréquences en même temps, 2-3 temporalités. C'est donc le moment idéal pour parler de Jerk. Alors, bon, là, moi, je suis encore en sortie de tout, en chaos total, quasi en vacances, pas tout à fait, mais de toute façon, les vacances, ça sert à quoi si ce n'est à rattraper le travail en retard. On se retrouve là dans cette espèce de grand immense rush permanent et on va essayer de faire du mieux qu'on peut, comme d'hab. Je viens juste de le finir, il m'a été offert il y a quelques mois par mon promoteur, collègue et ami Clément Dessy de l'ULB de l'Université Libre de Bruxelles avec ce fameux Azélie, je pense que ça va te plaire, bravo Clément, ça me plaît, ça m'a plu, c'est vachement bien. Donc on en parle. Jerk, c'est, je crois, le deuxième recueil de Maud Joiré. Alors comme en ce moment je suis en boucle sur la BO, qui est justement assez circulaire de Split, la série d'Iris Bray, et donc la BO c'est une collaboration Rebecca Warrior et Maud Geoffrey, je vais bugger sur la quasi-homophonie Maud Geoffrey et Maud Joiré, j'en suis vraiment désolée. Maud Joiré, je la connais pas bien, je crois qu'on est mutus sur Insta, on va probablement discuter de ça en tout cas. En tout cas, moi je vais la féliciter pour le recueil parce que j'aime beaucoup. C'est sorti chez cet éditeur belge, je crois, bruxellois, L'Arbre de Diane, Les Deux Sœurs. Peut-être que Les Deux Sœurs, c'est la collection. Ça, je sais pas trop. Il y a marqué 12 € dessus, mais je vous rappelle qu'on n'a pas de prix unique du livre en Belgique ni en Suisse. Je le découvre, je suis avec effarement, consternation. Déréliction. C'est quand même pratique le prix unique du livre, notamment pour protéger les petites maisons. C'est un très chouette recueil, ça m'a beaucoup plu. Je sais pas trop qui c'est qui a fait cette partie-là, probablement elle. La collection Les Deux Sœurs entend révéler des voix de femmes. Elle se veut complice dans le partage et dans le lien tissé avec des femmes artistes et magiciennes habitant poétiquement le monde d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Bon ben voilà, ça marche bien. Et donc là, on a Claire Lejeune pour trouver la clé. Il fallut perdre la mémoire des serrures 18. Victoire de Changy, La pomme plus grande que toi, septembre 20. Joël Sambi, Caillasse, septembre 21. Marianne Van Hirtoum, La vie fulgurante, décembre 21. Et donc Maud Joiré, Jerk, en capitale, septembre 22. L'ouvrage, je lis encore un, réalisé par Myriam Steiner. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire Steiner, mais c'est mon allemand LV1. D'après une conception graphique de l'autobus composé en Linux Libertine 10 points, j'adore le Linux Libertine 10 points, imprimé à 600 exemplaires en juillet 22 sur les presses de la Maison de la Poésie d'Année. On repousse donc les poésies de la limite française, il était temps. Bon, avec la Belgique, on va pas encore très loin, mais l'idée c'est quand même d'ouvrir un peu, de se rappeler que la francophonie c'est quand même, c'est largement au-delà de la France. Et donc on a, voilà, et donc c'est de 22, c'est tout récent. Je sais qu'il en est sorti une performance à, je crois, 3 femmes dont Maud Joiré. Ça voilà, je ne l'ai pas du tout vu. J'ai lu l'article et l'entretien de Véronique Bergen chez Diacritique, un autre article, je vais mettre tout ça en description. Mais voilà, j'ai pas beaucoup plus de connaissances de ça, je viens de le finir. C'est un recueil qui n'est pas simple et qui n'est pas simple à plusieurs niveaux, déjà parce que sa structure est complexe. C'est presque une blague. Et donc, ce qui alors, il n'est pas simple au niveau de la structure parce qu'on a en fait plusieurs instances, on va dire discursives, ou plusieurs locuteurs, locutrices, locutrices, plusieurs voix en fait. Et une de ces voix en plus est multiple puisqu'il s'agit d'un chœur qui va apparaître 6 fois sur un ensemble de 10 chapitres. C'est pas moi qui ai compté, mais voilà, c'est pratique. Ça a été compté, donc je le redis, reprends. Et de là, voilà, on a finalement, après 2 autres voix plutôt féminines, Sixtine et Thirsty, qui sont, on peut penser, 2 voix à des âges différents. Donc Sixtine, c'est un prénom, mais qui peut rappeler 16, l'âge, enfin le 16 en anglais, et Thirsty, qui veut dire assoiffé, mais qui pourrait vouloir dire aussi trentaine. Donc ça, en tout cas, ça permet d'ancrer, et cet ancrage, il est favorisé aussi, enfin, ça ancre et en même temps ça allégorise d'une certaine façon
parce que ce que l'on a également, c'est d'avoir... Sixtine a 16 ans et on est en 2003. Ça me parle évidemment beaucoup parce que là on a un télescopage donc qui amène des biais mais aussi en fait une intensification poétique parce que c'est en 2003 mais moi j'avais 16 ans en 2004 et là il s'agit d'un prof d'anglais, moi c'était un prof de philo avec aussi des questions un peu différentes mais moi je l'ai jamais revu. La dernière fois que j'ai eu un contact avec ce prof de philo il m'a ajouté sur LinkedIn, bizarrement je n'ai jamais remis un pied sur LinkedIn. Comme quoi même quand on est convoqué par les flics avec une plainte pour viol ça n'arrête pas. Ah, ce n'est pas cette histoire-là qui est racontée, ce n'est pas la mienne, c'est évidemment, mais c'était un peu la surprise, et ça Clément ne le savait pas, hein, mais elle s'entrechoque. Donc moi je vais quand même essayer de faire la part de cette intensification biographico-poétique et pour voir ce qui se passe vraiment dans le recueil et qui est le recueil et qui n'est pas ma propre vie racontée par quelqu'un qui serait spirit. C'est pas du tout de ça dont il s'agit. Je trouve déjà, on va le dire, et donc ce n'est pas simple évidemment sur ce dont il s'agit et sur cette espèce de difficulté à définir. On peut le voir en fait finalement peut-être aussi cette non-simplicité ou cette façon de prendre le réel de face par la langue dès la couverture en fait, avec cette photographie incroyable que j'aime beaucoup. Mais alors par contre ça me met des frissons, je trouve ça vraiment dégoûtant également parce que je suis un peu pas germophobe mais pas loin quoi. Mais germanophobe. Voilà, alors peut-être un peu du début, puis moi je pense que j'irai vers le milieu. Voilà. Un cœur et une histoire en 10 chapitres, c'est un genre de sous-titre. Donc on a Jerk dont on sait pas trop ce que ça veut dire, mais justement ça va être un peu thématisé. Moi Jerk pour moi c'est évidemment d'abord un truc un peu comme le débile, et j'ai réécouté cette chanson de Frank Zappa, Jésus pense que t'es un jerk, enfin parce que t'es un crétin quoi, globalement. Je suis pas très bonne en anglais, surtout en anglais zappaïste. Et déjà pour moi c'est la danse, voilà, donc le jerk, enfin un truc des années 60. Bon, qui est une de ces danses individuelles un peu désarticulées, un peu Elvis Presley, enfin. Et je suis pas très bonne non plus en histoire de la danse, mais voilà, il y a pour moi ces premiers sens-là qui viennent immédiatement, il y en aura d'autres. En tout cas, ça donne quand même plutôt un titre thématique qui est suivi d'un sous-titre rématique. On se rappelle thématique, c'est qu'il va avoir... qui va donner l'impression d'annoncer quelque chose d'un thème abordé, et le rem c'est plutôt la façon, c'est générique, c'est à quel genre ça appartient, et là on a en fait une espèce de description formelle de l'ensemble du recueil, avec finalement cette annonce d'un cœur et une histoire en 10 chapitres, ce qui permet quand même de structurer un peu les choses, de les annoncer, et qui n'en dit en même temps pas grand chose, sinon qu'il y a un cœur avec un H, et que ce cœur a donc une place particulière, mais enfin, qui n'a donc pas un cœur. Jerk, en fait, on a aussi un peu envie d'en faire une espèce d'emblème de programme poétique sur la coupure, sur la rupture, sur la syncope. Ça marche pas, c'est un peu des deux. C'est-à-dire que finalement, c'est un peu toute la magie d'une musique comme les musiques propices au jerk, c'est qu'elles sont à la fois mélodieuses et syncopées. Et je crois que ça fonctionne assez bien comme emblème du recueil dans son ensemble. On l'a dit, on parle un peu du début, un peu du milieu, et on verra où cela nous mène. Là, depuis combien de temps n'a pas d'importance? Depuis que la peau sèche comme de la viande, comme au soleil. Donc là, hop, on voit déjà le jeu de découpage sur la page qui va permettre de mettre en place une espèce de situation d'énonciation, mais normalement c'est plutôt le ici qui aura une fonction de déictique, d'ancrage là, le hic et nunc, ici et maintenant. Le là c'est un peu l'inverse du ici, et c'est quelque chose qu'on va parfois prendre pour désigner, mais qui finalement est en dehors et qui donne en même temps. Donc il y a quelque chose peut-être dans cette espèce de hiatus d'un ici et là, qui permet de dire tout en n'étant pas complètement ici. Hypothèse, en tout cas, ce décrochage énonciatif sur une situation d'énonciation, il est en tout cas très nettement typographique avec du en haut à gauche et du milieu droit, et un mot isolé qui est un pronom adverbial. Et quelque chose qui n'est pas phrase, mais qui est plutôt... une espèce de résumé de questions, depuis combien de temps, cela étant pris en fonction sujet, n'a pas d'importance, avec une reprise. Donc en fait, comme s'il y avait implicitement une question temporelle,
portant sur une origine et un empan temporel. Donc depuis quand? Ben depuis. Et finalement, c'est donc le là qui est en quête spatiale s'avère temporel, ce qui fonctionne très très bien avec Sixteen et Thirsty. Et donc là, l'ancrage temporel va se faire assez abscon, assez dur à délimiter de façon précise, et en même temps il est présenté comme finalement un peu absolu depuis que la peau sèche, comme de la viande comme au soleil, finalement comme si la temporalité elle était d'abord dermatologique, cutanée, c'est-à-dire à la fois au plus près et au niveau de l'apparence. La peau c'est cet organe incroyable qui vous délimite par rapport au monde, et qui me délimite aussi par rapport au monde, et qui en même temps nous révèle, bon, parce que notre peau change en fonction de notre capital génétique, de plein de trucs comme ça, de ce qu'on mange et de notre âge. Et avec cette espèce image d'une viande séchée. Et en fait, on va commencer avec Jean le Cœur. Première définition. On commence, je suis Jean Tam. Alors là, en fait, on va avoir plein de jeux sur ces gens, qui s'appellent tous Jean J-E-A-N, et qui en même temps, Jean, je pense qu'il y a un jeu d'homophonie évident, me semble-t-il, avec les gens G-E-N-S comme des personnes, et en même temps avec ces espèces de noms un peu grandiloquents et un peu bouffons, type Jean sans cœur, Richard Cœur de Lion, etc. Bam, bam, bam. Et ça marche bien, puisqu'on ça commence avec Jean le Cœur. Donc façon un peu épique, avec des connotations épiques, et qui en même temps sont un peu bouffonnes, un peu burlesques, puisque à chaque fois en fait ça va amener des espèces de sonorités, de jeux sonores, c'est-à-dire de calembours, genre tam. Et donc comme le verbe entamer à la première personne du singulier du présent de l'indicatif. Donc on commence, je suis Jean Tam. On rassemble des notes. On lance la recherche, les premières lignes. On place un gros morceau du mot au bout, chair rose et tortillante. On voit si ça mord. Jerk. Noun. Je suis j'anglicise. Je suis j'emploie. Jerk, non masculin. Secousse, saccade. À coup. Coup sec. Mouvement soudain et rapide. Adjoint à un tas de prépositions, c'est aussi un verbe. Jerk, verbe. To jerk out, to jerk to jerk up, to jerk off. Indique en tout cas un changement brutal de comportement, de trajectoire. Genre, on prend soudain conscience de quelque chose. Ou alors, on était végétative et d'un coup on devient active. En mécanique, ça se mesure en mètres par seconde au cube. C'est la dérivée de la dérivée de la vitesse, la dérivée de la dérivée de la vitesse. On observe comment l'accélération va varier dans le temps. Ok. On calcule la violence des grands 8 et des montagnes russes avec ça. On l'utilise aussi beaucoup dans les transports ferroviaires. Ça tombe bien. Vachement bien. Cette histoire commence dans des trains. Je suis Jean Chêne, je suis Jean Poigne, nous sommes le cœur. Nous commentons ce qui se passe. Nous disons la vérité. Que ça plaise ou non. Cette histoire se raconte par saccades entre 2003 et 2019. Presque aujourd'hui, en fait. C'est comme ça. C'est l'histoire d'une fille. En deux temps. Je mesure la brutalité des mouvements entre ces deux époques. Je suis le cœur, je raconte. Je chante, je danse, je balance. Et je rends visible l'invisible. C'est notre mission. Quelques commentaires sur cette définition prologue. Extraordinaire à mon avis, programmatique, extra. J'ai pas compris la première lecture là en le relisant. Au cordeau. On y va. Donc, bon, on voit déjà évidemment comment il y a un rapport fond-forme, mais c'est pas intéressant de parler en fond et en forme, mais évidemment que on a la dislocation au niveau du rythme, au niveau de la syntaxe, qui va permettre un engouffrement polyphonique qui peut aussi être multitemporel. Et ça, en fait, c'est toute une difficulté qui est celle de raconter ce qui n'est pas racontable et qui se raconte souvent par fragments parce qu'on est souvent soi-même, par exemple clivé, par exemple fragmenté. Les trivialia que j'ai évoqués dans mon essai, ça n'est qu'un exemple de ces fragmentations, mais moi j'ai vraiment envie de travailler sur les énonciations fragmentées. On va arriver à faire des trucs à plein de moments.
Bon, on a quelque chose ici qui est assez programmateur, évocateur, et en même temps bouffon par les noms. Et en fait, moi, déjà, on peut noter comment la pluralité se donne, donc par ces syntaxes, par ces syncopes syntaxiques, ces décrochages, voilà, déjà mentionnés, qui vont parfaitement bien avec cette annonce, donc programmatique aussi rématique d'un jerk, d'une saccade, qu'il s'agit ici de commencer à explorer par une première définition. Et cette saccade, elle est aussi énonciative, on l'a vu au niveau de la syntaxe, mais avec ce jeu entre les gens, les jeux et le nous. Et là, au niveau des sons évoqués, évidemment que c'est essentiel le genre je, nous, parce que ça nous montre aussi, ça fait presque Jean Genet, mais là, bon, là c'est moi qui extrapole, évidemment, mais ça nous montre aussi comment les choses se déhanchent et vont vers l'instauration d'un sujet poétique qui est lui-même disloqué, et d'un sujet poétique qui finalement est profondément poétique parce qu'un cœur, mais aussi mise à distance parce qu'un cœur, avec un cœur, il y a probablement aussi quelque chose d'un peu grand, et donc très épique, très traditionnel, le grand cœur antique, le grand cœur du théâtre, et qui finalement ici passe mieux par un genre de contrepoint un peu bouffon. On va se rappeler, la parodie, c'est le chant d'à côté, un chant qui fonctionne donc pas toujours, enfin qui est un chant faux hein, en étant à côté, et qui ici passe par je crois, ces bouffonneries, comme si la bouffonnerie elle permet aussi de récupérer, voilà, comme ça, du nous dans le jeu, et par ce décrochage de registre. Et donc là, quand je vous parle de burlesque, bon, on va se rappeler, le burlesque, c'est le registre bas pour dire des choses hautes, comme l'héros comique et l'inverse. Donc ça amène des jeux de dissonance qui sont littéralement travaillés. Et donc voilà, on commence, je suis, etc. C'est qui on? Est-ce qu'il y a un jeu poétique qui permet de tout rassembler? Ben non, puisqu'on est dans une espèce de polyphonie. Mais oui, en même temps, la question elle n'est pas biographique, hein, on écarte ça tout de suite, la question elle est poétique. Mais finalement, quand on attaque par le on, voilà, donc toute l'ironie d'annoncer on commence et de commencer, hein. Bon voilà, ça c'est assez méta, postmoderne, ça permet de mettre en avant ce geste inaugural d'une façon pas si sérieuse, et ça fait du bien, tout en lançant véritablement les choses. Et peut-être que c'est aussi une nécessité de passer par ce mode mineur, mais polyphonique, mais voilà. Peut-être une nécessité ou quelque chose qui va le permettre, le rendre possible, pour amener justement ces notes, la recherche, les mots, les premières lignes, et voilà, travailler un peu ce fonctionnement. Donc ça c'est le tout début de cette première définition, et après on va avoir comme ça cette première définition donc, qui passe par l'anglais, qui va vraiment définir le mot avec ses dérivés, notamment prépositionnels, hein, et qui va en retenir la substantifique moelle, à savoir ce changement brutal de comportement, de trajectoire. Et on voit comment ici on a quelque chose qui se relie évidemment entre mots, mais la syntaxe c'est ce qui est raconté. Et quand on a un changement brutal de comportement, eh bien on peut penser trauma, etc. Et évidemment que c'est une des lectures possibles. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Qu'est-ce qu'on en fait? Mais ici, ça ouvre quelque chose, et moi, il est évident que je vais le lire probablement assez vite. Ça ne veut pas dire que c'est complètement dans le texte, et ça, hop, faut évidemment s'en méfier et voir un peu ce qui se passe, parce qu'en tout cas, ce qui se passe au niveau du texte, c'est que cette porte, elle peut être entrouverte ou suggérée. Elle est en tout cas, moi je pense, ménagée, préparée, peut-être pas explicitement programmée, mais en tout cas, elle se prépare. Et ce que l'on a à la place, là, qui va suivre, c'est une définition qui passe par la physique et la dérivée de la dérivée, donc comment comparer des accélérations. J'ai un prof de géographie en prépa que c'est le plaisir dans l'accélération, mais c'était vraiment un gros con, il paraît. Allez hop, ça c'est dit. Moi, les échos que j'ai depuis rappellent aussi que ce genre de blague, c'est quand même pas un hasard. Enfin, le genre de prof qui faisait des blagues de cul à ses élèves, quoi. Et là, avec, voilà, quelque chose comme une histoire qui se lance, et qui se lance avec plein de choses en même temps, donc, voilà. Et donc la physique, ça va permettre d'avoir un premier discours, en fait, de vérité. Comme un régime de vérité, de fiabilité, de comparaison, et notamment parce qu'il s'agit aussi d'un discours qui va non pas parler de mesure, dans le sens où on mesure quelque chose, ni dans le sens de on va l'atténuer, par exemple, ou le contenir,
mais parce que là, on va avoir en fait une explication de ce qu'est la mesure, et la mesure, elle se passe dans l'accélération, comme s'il fallait quelque chose pour mesurer un changement. Moi, je suis toujours très sensible à ces écritures du changement et des habitudes. Comment on écrit ça? Je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup chez John Irving, c'est quelque chose que j'essaie d'écrire. Enfin, voilà, des écritures, des changements, et c'est pas du tout facile, hein. Donc là, voilà, là, il y a cette thématisation de ça, qui passe par une présentation donc de ce cœur, qui est ramené à ce discours de vérité, qui passe par une définition, qui passe par les sciences physiques, et qui va passer ensuite par cette espèce d'énonciation évidemment performative. Voilà. Puisque c'est dit, c'est que ça est, ça sera ça le critère d'énonciation, et tant qu'on n'a pas de raison de ne pas le croire, eh bien on va le croire. C'est ça la suspension d'incrédulité qu'amène la fiction, et plus largement les représentations. Nous commentons ce qui se passe, nous disons la vérité. Et ça, c'est absolument essentiel pour préparer une espèce de polyphonie, parce que cette espèce de discours de vérité, il se trouve ainsi incarné par cette figure du cœur, et on va noter que cette figure du cœur, elle est à la fois multiple et masculine. Et ça, c'est pas forcément évident, mais elle peut, en tout cas, à partir de là, correspondre à ce qui fonde une autorité qui elle-même peut être mise en question. On s'en rappelle. En tout cas, qui est présentée comme ici, vérité égale autorité, et ça, on va voir comment ça peut être tremblé, voilà, mise en saccade. Voilà. Des annonces, donc là, vraiment programmatiques. Cette histoire se raconte par saccade entre 2003 et 2019, donc là, boum, les deux grandes instances, entre presque aujourd'hui, en fait, c'est comme ça, l'histoire d'une fille en 2 temps. Poum, poum, poum. Et là, on sent les tac, 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 tac. Les saccades qui permettent de, finalement, de mesurer comment, entre 2003 et 2019, on a bien ces 2 temps, et que ces 2 temps, ils amènent des scissions et des clivages. De la temporalité du personnage comme des discours. Et que là, on va avoir brutalité. Je mesure la brutalité des mouvements entre ces 2 époques. Je suis le cœur, je raconte, je chante, je danse. Je balance, évidemment, ici, rappel, à mon avis, à Balance ton porc. Et je rends visible l'invisible, c'est notre mission. On va reprendre un peu ce je rends visible l'invisible qui est absolument essentiel, je crois qu'il est même repris en 4e de couve. Je rends visible l'invisible, c'est vraiment ma question absolue de recherche. Comment on raconte ce qui n'a pas de nom, comment on pense ce qui n'est pas théorisé, comment on fait pour penser, comment ça tâtonne, c'est quoi le bordel avant que ce soit mis en ordre. Et moi je veux dire, il n'y a pas besoin de... Enfin, il suffit de venir chez moi, mais venez pas chez moi en fait, pour voir le bordel. Si vous n'êtes pas invité, vous venez pas quoi, c'est pas prévu. Si vous n'êtes pas invité, c'est que vous n'êtes pas invité. Et donc la question là, me semble-t-il, voilà, elle est exactement celle-ci, finalement quelque chose qui va être de l'ordre, alors si on veut rentrer dans les grands clichés de la maïeutique, on va faire sortir par la parole, par une parole multiple, moi je crois que la polyphonie, elle permet de toucher quelque chose de moments d'un sujet clivé. Et que en cela, on peut voir l'ensemble de Djer comme une espèce de psychomachia. Normalement, la psychomachia, c'est des pièces médiévales qui vont représenter le combat des vices et des vertus, mais qui peuvent être plus globalement des combats mentaux. On peut le voir comme ça. Voilà, genre, est-ce que c'est un flux mental entre plusieurs instances, un peu comme les dialogues dans les textes de Sarod, je pense à Enfance, des choses comme ça. Ça peut. Moi, je le vois encore comme autre chose, plutôt non pas comme des instances internes, mais comme des instances narratives très différentes, et comme la façon très différente de raconter des histoires qui en fait sont la même, et qui se contredisent, mais sont quand même la même chose. Et c'est ça, vraiment, qui est, à mon avis, très intéressant, et donc de voir aussi comment l'instabilité référentielle, elle s'approche. Et par une instabilité discursive, et donc quelque chose qui va se compléter en se contredisant. Et donc là, voilà, chapitre 1, 16, 2003, 2003, mais boum, on va là aussi décomposer la date. Ça rappelle des choses, hein. Ça rappelle au moins Lolita, L.O.L.I.T.A. ou Laetitia de Gainsbourg, ou le Lolita d'Alizé. C'est cette décomposition, comme ça, de la date, alors qui peut être un jeu discursif, parolier, etc., chez Gainsbourg ou la chanteuse Alizé, mais qui va aussi, je crois, dire quelque chose d'une espèce de décomposition plus large, qui en devient l'emblème. 2003, après Jésus-Christ, juillet couronne le 1er août dans un TGV. Hollywood, c'est mieux que Steamroll.
Se casser un bras, mieux que vider le lave-vaisselle. Très ado, on présente quelqu'un qui a 16 ans. 86 côté fenêtre où se tend la joue gauche. Sixtine se mate dans la vitre quand personne ne regarde. Et ça, c'est très adolescent. Ma grand-mère me l'avait dit, ça m'avait tellement gênée. À cet âge-là. Café, pain au chocolat, formule à 3,90. Artificiellement docile, 2 jambes, imberbe, pied circonflexe. 132 chansons dans un MP3. L'effet d'époque, hein. Bon, encore une chez Bratison Ellis, mais en mieux. Eminem aussi bien que Dr. Dre, avoir 16 ans, mieux qu'avoir une famille. Un chaton, un appartement à Los Angeles avec un grand balcon, un lecteur DVD. Vaillamment, un aller-retour aux toilettes, un contrôle de billets uniforme assorti à l'intérieur moquette. Voyage solo, Sixtine s'arrime à son siège, elle passe du livre au paysage, de l'instantané à l'anticipé, cerveau chou-fleur à la vapeur. Pff, ça part dans tous les sens. La nymphette de Vladimir, Lolita, ne ressemble pas à celle d'Alizée. Sur la couverture poche de Nabokov, une femme de profil aux lèvres entrouvertes, le rouge brille vasculaire, il est brase de virgule, bombé imposant, la symétrie, duckface. En miroir, 338 minutes de lecture, de stress, de rêverie impolie, ferroviaire. Hier après-midi, il était venu la chercher en voiture. Il l'avait embrassée, elle, avait fermé les yeux, et puis rouvert, elle ne sait pas très bien. Ce qu'il convient de faire avec le regard, l'exigence du regard dans ces moments-là. Dans le pli de son cou, sa peau à lui sentait la levure de bière, un métal fondu, la crème aigre et le roseau, ce qui reste d'une vie, déjà. Donc là, on voit, boum, le moment d'après dans le train, la solitude. Il est ce que ces 16 ans conquièrent, un interdit à soi. Les secrets mieux que les mensonges, une question de perspective. On se rappelle cette démultiplication des regards et des discours. On est en plein dedans. 16 ans donnent le pouvoir de devenir reine quelque part, mi-fée, mi-punk. Et ça, c'est tout le moment où on va découvrir son pouvoir de séduction. Annonce dans la rame, le décor décélère une arrivée. D'abord, elle ne voit rien. La faute au film. Le cinéma est responsable de la mort de Marilyn. Le cinéma est aussi responsable de l'incapacité des gens à se retrouver hackés. Et là, c'est toutes les projections hollywoodiennes, tous ces gays voilà, dont on peut parler. Sous la gorge, l'archet sec d'un violon imaginaire. Au poumon, l'air manquant d'une improbable caresse, le vent s'est fait la malle, emportant didascalie, personne aux lumières et confiscation des ralentis. Le cinéma est la vie antérieure de nos embarras. Et là, il y a quelque chose, alors c'est un peu de l'ordre de ce que j'avais pu dire de la lecture de Pauvre folle de Chloé Delhomme sur l'idéal, donc ici plutôt cinématographique, qui entrave le réel, alors que l'on sait, mais à ce moment-là, on ne sait pas, et ça entrave, et on voudrait, et ça marche pas. Et c'est pour ça qu'on est mi-fait, mi-punk entre Los Angeles et ce train, et pas tellement dans un balcon. Et là, moi, j'ai été vraiment très touchée par ce poème d'une espèce de réalité. C'est le cinéma et ça y est pas. On est dans la chanson, on n'y est pas. Ça entrechoque plusieurs régimes de littérature. C'est un peu ce qu'on trouve dans Le Consentement de Vanessa Springora aussi, alors de façon beaucoup plus littéraire et avec cette espèce de mythe. Et je me souviens avoir entendu à 16 ans sur sur France Inter, la radio, dans un masque et la plume quelconque, que la chanson française était une jeune fille de 16 ans marchant sexy sur les Champs-Élysées. Et j'avais envie d'être cette jeune fille de 16 ans absolument allégorique à cette époque-là et d'être cette espèce d'image. J'en ai eu très très envie. Moi, je fais des tours. Et on a la sensation, en fait, dans ce désir naissant et dont on ne comprend pas dans le désir que l'on va susciter, je veux dire. Et on s'aperçoit du désir que l'on suscite avant de ressentir soi-même du désir. Et ça complique beaucoup de choses. Je dis pas que ça c'est dans le texte, mais ça permet d'avoir une espèce je crois, d'explicitation de choses qui, me semble-t-il, sont dans le texte, ou qui sont lisibles dans le texte, ce qui est encore autre chose. De cette sensation de pouvoir que l'on a, parce qu'on se rend compte de quelque chose qui est nouveau, et qu'on a envie d'en jouer,
Et on ne comprend pas en fait ce que signifie réellement ce faux pouvoir. Voilà. Et ce que l'on prend pour un pouvoir est plus un effet. D'une certaine façon. Donc, et après on a Sorti, chapitre 2, 2019. Encore une fois, Sorti cherche la verticale après l'aube dans le tram bondé. Tram. Sauf qu'on avait un événement, et là on a encore une fois, donc singulatif, itératif. La pomme lubrifie la main courante, sommeil avorté, il est presque 9 heures. Peut-être s'il y avait des mouettes aussi, dans le wagon, sous un tas de sable mou, des vers et des crevettes, une bibliothèque, de la brume, de la mousse, des guitares et des pierres centenaires, on verrait mieux le sens des quotidiennes transhumances. Chaque jour se dévide sur un tapis roulant, on se scanne ordonnancement, discipline, trajectoire, performance. Céréales, café, un peu de mascara, gourde d'eau, 3 à 5 fruits, une chemise propre, une réserve d'anecdotes. Disponible à remettre contre le mal de dos, le logiciel de gestion de projet, les capitaux, 24 jours de congé, 10 jours de maladie, un pécule pour la soif, une visite quotidienne au Carrefour Market, 2 packs de 6, un abonnement à Netflix et à Spotify, un piano contre la fenêtre, prendre les notes par poignées sombres pour forcer un passage dans une plus longue nuit. Le clavier des déclassements est inversé à l'assistance sociale. On ne demande rien, on répond. D'une affection honteuse d'enfantement de couleur de peau, d'habitude. Les collègues, psychologues, accueillantes, apprécient Sorti. Ses retards sont pardonnés, ses remarques prises en considération. Tout le monde croit ferme que la jeunesse n'a qu'un temps puisque tout le monde est passé par là. On attend la mort de l'insouciance devant la machine à café. Sorti finira bien par leur ressembler, il n'y a rien d'autre à faire alors. Serrons les rangs. Elle reçoit les déchéances, les problèmes de santé mentale, elle prodigue les conseils et les soins, c'est la suprématie des symptômes. Derrière ou devant le bureau des consultations, tout le monde devient dingue. À l'abreuvoir des illusions, les professionnels, les patients tournent en rond autour des circulaires et guettent là un laissez-passer pour une absolution. Il est presque 9 heures, Sorti sort du fil Instagram, change de playlist, ne descend pas à la station habituelle, marche le cœur aligné sur la voie de PJ Harvey. Le temps dessert son emprise quand on fout le camp. Gare centrale. Les départs sont suspendus au-dessus des clochards, les militaires sortis des jeux vidéo et le sucre des gaufres caramélisent les urines, les narines. Les anonymes et les marches des escalators, la seule chose raisonnable à faire serait de courir à poil en hurlant. Elle monte dans un train au hasard. Donc là, finalement, on avait tout l'itératif qui amène un genre de rupture. La sortie des habitudes, des attentes, de tout ce qui peut se mettre en place, se faire. Et qui va être quotidien et qui est dit donc par ses effets d'accumulation avec des effets de rupture, l'absolution. Qui montre aussi que dans l'espèce de régime capitaliste de contrôle, je vous ramène à Deleuze, il y a ce truc quoi, qui reste encore un peu religieux par exemple, un peu spirituel. Et qui amène cette sortie parce qu'on se dit, bon ben voilà, quelque chose ne va pas, et qui est ramené à sa jeunesse, qui est pardonné, et qui en même temps déraille, littéralement, en prenant un train. Je vais avancer dans le recueil pour le passage que j'ai adoré, donc PLS et suivant. PLS, ça me parle assez. PLS, ça veut dire... Ah, il y a des remerciements, on va les lire, c'est toujours bien. Merci à Aurore, merci à Garnier, merci à Nabec. À la fin. Et avec des reprises de définition, donc le Jerk de Thierry Hazard, Démission pour Claire de Les Villars, Video Game de Lana Del Rey, Baby One More Time de Britney Spears, ça me rappelle miel. Et donc PLS chapitre 6, 46, est-ce que c'était ça qui m'avait tant plu? On va reprendre, sinon on va continuer. Ouais. Chapitre 6, Sorti PLS. Donc PLS, c'est vraiment passé en langage courant. Au départ, c'est vraiment un langage un peu technique pour des positions latérales de sûreté. C'est quand on vous met sur le côté pour pas que vous, par exemple, vous étrangliez avec votre vomi ou des choses comme ça. Enfin, voilà. Ça va être mis en sûreté dans les gestes de premier secours qu'on devrait apprendre plus généralement en France, au moins. Plusieurs copines, comme Sorti, se couchent aussi en position latérale de sécurité. Fœtus adulte, à l'âge où les mères ont lâché la main, ont déçu,
à l'âge où où il est temps de mettre une pièce dans le distributeur de bonbons, qu'est le ventre des filles. C'est peut-être une manière de boucher la fente, d'empêcher qu'on y fasse glisser quelque chose, cette posture. Alors là, on a quelque chose de l'ordre de l'auto-mise en sûreté qui passe par la position fétale, qui est quand même assez proche de la position de la crise d'angoisse, et qui vient donc de l'espèce de solitude quand on n'a même plus l'assurance maternelle, et qui est ramenée, voilà, qui passe par cette image extrêmement forte du ventre des filles comme distributeur de bonbons dans lequel on mettrait une pièce, et qui dit à mon avis quelque chose d'absolument très fort du male gaze et de la sexualisation des filles, et surtout de leur besoin de validation en répondant, en suscitant, peut-être malgré elle aussi, enfin, en étant ramenée à cette seule aune, à cette seule mesure qui est leur désirabilité, c'est-à-dire à quel point sont-elles baisables ou non par des mecs. Et qu'à partir de là, le distributeur de bonbons, il est gratifiant pour les mecs en question, dans le système cis-hétéropatriarcal, et elle, la gratification va être bien plus symbolique que par exemple sexuelle. Et en fait, il ne s'agit pas ici de faire l'amour ou d'avoir des sensations douces, agréables, excitantes, jouissives, etc. Enfin, mais il va s'agir de répondre à des normes sociales qui vont vous amener votre validation et votre possibilité d'exister. Ici étant comme retiré finalement de cette espèce de marché, comme le dit Despentes dans Quiconque Théorie. À mon avis, c'est encore plus large qu'un marché. Et avec bien sûr ce jeu d'images entre la fente du distributeur de bonbons et la fente vulvaire. Elle voudrait bien trouver quelqu'un à leur côté, drôle et rassurante. Une raison de se lever et d'aller là, où il est joyeux de se rendre, quelqu'un qui aide à trancher, entre erreur et succès, le morceau de vie étalé devant elle. Et on notera que le point médian ou le point milieu, c'est pas gênant en poésie, on en fait des choses. Et donc là, voilà, cette espèce d'attente, mais qui passe aussi, je crois, par une validation par autrui, qui est aussi un amour, une confiance, le fait d'être rassuré, enveloppé. Un enfant peut servir à ça. Un bébé couteau suisse à couper dans la chair du vivant, séparer les nerfs, les tendons, des tendres filets par automatisme. Car il y a des règles à suivre, un horaire immuable ordonnant la survie dès le premier cri. Et donc finalement, hop, ça c'est quelque chose d'assez psychanalysant, ou psychanalytique, mais donc sur je suis un peu le bébé phallus, mais qui dit, je crois, quelque chose qui n'est pas forcément faux, et qui passe pas forcément par le phallus en réalité. Se donner une followers, une partenaire au quotidien pour avoir quelque chose d'autre à dire que la peur pour présenter la mort de façon appétissante. À quel moment les filles ont-elles cessé de rire? Certi se demande pourquoi les fêtes des années 1960 éclatent de joie pure dans la série Netflix, dans les archives de la télévision sur YouTube, la légèreté virevolte, swing sur les visages des danseuses, comme si on les avait enduites d'huile de liesse. Quand elles engloutissaient par dizaines grenadines, BDs et caramels, certi se lever dans les soirées des adultes qui bourdonnaient, était-ce parce qu'elles le voyaient l'existence depuis une plus petite lucarne, que les rires semblaient si grands qu'elles s'en faisaient des manteaux pour traverser les nuits. Donc hop, un changement, encore une fois, temporel, et qui va passer ici par le changement du statut du rire et de la consolation possible par le rire, qui passe vraiment par ces images d'enveloppement, comme les manteaux, dans lesquels un petit enfant peut vraiment se cacher. Peut-être les filles ont cessé de rire quand elles ont pris conscience que le monde est taillé à une autre mesure, que le sourire souvent soumet. Le combat est-il si rude qu'on ne peut que se faire une gueule à la truelle? Il est urgent que les filles s'arment de rigolade. Et alors là, pour moi, il y a tout Solanas et d'autres, mais encore une fois, c'est peut-être encore des projections. En tout cas, voilà, il y a quelque chose de l'ordre d'une espèce de lecture, enfin, pas de lecture, les lectures, ça c'est moi, mais d'approche sociologisante sur, bon, il y aurait une époque avec du rire, une époque sans rire, qu'est-ce qu'il expliquerait? Et finalement, ce serait une prise de conscience d'être dans un monde qui n'est pas fait pour soi et qui fait qu'on rigole un peu moins. De toute façon, le féminisme est une foutue agonie. Et qui amène aussi à cette distinction rire-sourire, et de ce sourire, ça a été très très mal compris ça sur mon profil Facebook quand j'avais dit mais moi je veux plus sourire, peut-être que je vous mettrai ce texte, je veux plus être gentille, je veux plus sourire, parce que le sourire c'est vraiment le symbole du métier du care, des attentes féminines, de
regardez, je ne vous mords pas, et en fait, je vous offre ma soumission comme un gage. Et ça, ce sont des choses qui, je le comprends, sont assez dures à comprendre quand on n'est pas dedans. Enfin, il y a un moment où on comprend le féminisme, par exemple, où on va pas forcément appeler ça féminisme, mais où on comprend ça. On comprend qu'on est dans un monde patriarcal qui demande des insanités absolument démentielles aux femmes, et qui passe ici notamment par donc, cette soumission du sourire et la gueule à la truelle, donc qui parle du maquillage assez prononcé, par exemple. Quand les copines sortaient, elles buvaient, ça déchargeait la tension, la ligne qui court d'une main à l'autre, des pieds à la tête, qui transperce le plexus et en cage, elles retroussaient leur t-shirt en le mordant coton poignard pour donner au sein un peu d'air. Pour dire fuck en passant, contrebande pirate à l'hypocrisie qui censure les tétons de la chance, faire semblant de croire que demain changera avec leur utopie, avec leur courage, avec leur vulnérabilité. Et ça, c'est le moment un peu que c'est très dépend de ça. On en a rien à foutre, on va faire peur aux bourgeois et on monte nos seins. Elles créaient leur propre événement, où bon leur semblait. Elles s'enfermaient à plusieurs pour cueillir de la narine une ligne blanche, de la chance à crédit et pisser dans des gobelets au photomaton. Baiser mouillé avec une inconnue dont elles espéraient que la rencontre apporterait une raison de se déplacer dans le futur. Est-ce qu'on va se revoir? On ne sait pas. Mais on l'espère. Et surtout une raison de rire plus tard. Autour d'un autre verre dans lequel l'amitié donnerait encore la preuve d'une vérité quelque part parmi la foule des récits de conquête. Et on ne sait pas qui conquiert qui. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Parce qu'on a quelque chose de l'ordre d'une objectification-consommation, mais qui va aussi être la volonté d'une conquête du monde et qui est extrêmement ambivalente et qui n'est pas montrée comme quelque chose qui serait définitivement bon ou mauvais. Non, c'est quelque chose qui va caractériser, oh, je sais pas moi, la folie des grandeurs des filles d'aujourd'hui, si on reprend un peu Brigitte Fontaine, des choses un peu comme ça. Et là, on a voilà, moi je trouve quelque chose voilà, qui est extrêmement dur ici, hein, qui va passer. Alors on va en lire deux autres en les commentant, et puis je resterai là pour pas dévoiler tout le recueil. C'est un très beau recueil. Elle est très fort et narratif, ça on va peut-être en reparler. Là, elle est ce jeu de billes qu'on tient en main, un labyrinthe avec des trous, parcours tremblant vers la précision. Ça, c'est les espèces de jeux comme ça en bois. Et j'adore cette image, d'être le labyrinthe et la bille en même temps qui essaie de pas tomber, de pas sombrer. Et j'aime tellement en plus le bruit de ces labyrinthes. Elle a perdu quelques dents, des cheveux, et a gagné une petite moustache et un duvet de poussin sur les mandibules. Ses artères ont rétréci. On ne peut circuler qu'en pirogue ou à la brasse dans les passages étroits, et ça, boum, ça va donner une espèce de dimension de paysage à son corps. Elle ne se rappelle pas cet endroit, la console, la fin de sa dernière série, les mots de passe de ses comptes de réseaux sociaux, si elle est la fille de quelqu'un, l'amoureuse de quelqu'un. Le code d'accès du bâtiment de l'assistance sociale, elle l'a oublié depuis longtemps, on va noter le chiasme, qui permet aussi d'isoler, lui aussi dans l'oubli, et qui va montrer une espèce d'universalité, de permanence de cet oubli. Son ventre s'alourdit, et allégé en même temps, il grouille. Les instincts travaillent comme des bateaux de pêche. Puis on va les récupérer, et ça rappelle les pirogues qu'on avait juste avant. Jean Lecoeur, troisième définition. Jerk, non masculin, personne dégueulasse, désagréable, irrespectueuse. Le fameux jerkin notamment de Zappa. Abruti, salaud. Plus rarement, connasse. Je suis Jean Quête, je suis Jean Crasse, je suis Jean Taille. Suis-je une salaude? On croit souvent que les mauvaises rencontres ont lieu la nuit dans une ruelle sombre. On pense que les mauvaises rencontres portent un blouson noir, qu'elles sentent l'alcool, l'insistance des « bonsoir », la filature et la sueur. Quel cliché! Oui. Et non. La mauvaise rencontre, je l'ai vue sur les bancs de l'université, en t-shirt ligné, sourire dentifrice et compliments. En réunion dans l'ascenseur en prenant un petit déjeuner sur une terrasse au soleil. La mauvaise rencontre est une amie. La mauvaise rencontre est une amie qui te resserre et te resserre encore, autant qu'elle, et davantage de cet alcool qui te rendra malade, parce que ça la rassure que tu boives plus qu'elle. On est toujours la mauvaise rencontre de quelqu'un?
La mauvaise rencontre est une fille populaire. La mauvaise rencontre est une amoureuse malhonnête. Et à quel point provoque-t-on la mauvaise rencontre? La mauvaise rencontre est un directeur d'école qui te prend sur ses genoux. La mauvaise rencontre a lieu dans un restaurant où tu travailles l'été comme étudiante. La mauvaise rencontre est le barman de ce restaurant qui te harcèle et t'envoie une carte de deuil pour ton 19e anniversaire. Ce sont les 2 flics qui te demandent quelle position sexuelle tu as effectuée avec lui quand il constitue le dossier de ton harceleur. Je suis le cœur, et je me demande à quel point j'ai provoqué ces histoires dans le seul but de pouvoir un jour les raconter. La mauvaise rencontre est une personne qui a fait beaucoup de mauvaises rencontres. On est toujours la mauvaise rencontre de quelqu'un. La mauvaise rencontre est une personne puissante. La mauvaise rencontre est une personne qui te domine. La mauvaise rencontre est une personne qui te domine parce que tu la domines. La mauvaise rencontre ne s'annonce pas toujours. Toutes les filles que j'ai rencontrées ont un doute sur le fait d'avoir fait une mauvaise rencontre. Toutes les filles ont un vieux doute. Mais il n'est pas simple de rendre visible l'invisible que la mémoire tue. Je place encore et encore et encore un gros morceau de mots au bout de mes lignes, chair rose et tortillante, pour voir si ça mord. Je suis Jean Pêche, je suis Sixtine, j'ai 16 ans. L'âge de la maturité sexuelle. Mon objectif est clair, perdre ma virginité. Mon amant porte des costumes en velours comme Woody Allen. J'ai 16 ans, il en a 54. L'âge de l'ami de ma mère, je le drague à la fin de mes cours. J'écris que l'amour n'a pas d'âge dans mes dissertations. J'avale le sperme de mon professeur d'anglais. C'est moi qui lui ai demandé, je voulais essayer, je prends son sexe pour la première fois en main et je ne sais qu'en faire. Je le malaxe. Je le fais basculer à droite, à gauche. Ça le fait rire comme si j'avais confectionné un château de sable. Ma bouche est un dévidoir à un mensonge, une absolue schizophrénie. Sa peau à lui sent la levure de bière, un métal fondu, la crème aigre et le roseau. Ce qui reste d'une fille déjà. J'ai 18 ans, je le quitte. Personne n'est au courant de cette histoire, je me tais. J'ai 19 ans. Je me fais agresser sur un chantier la nuit par 2 hommes. J'ai 23 ans. Je vois que mon amante ne se sent plus très bien, mais pourtant, je continue. J'ai 24 ans. J'entame une relation avec une autre femme plus âgée que moi. Je suis sa maîtresse, elle m'interdit d'en parler. Je me tais. Je suis sortie. MeToo explose et j'applaudis. Je ne me sens pas concernée. J'ai 2 fois 16 ans. Je quitte mon poste à l'assistance sociale, je me retrouve au chômage. J'enchaîne les relations avec des plus vieilles que moi. Sans résultat. Mon corps est sans désir. J'ai peur de sortir de chez moi, j'ai 34 ans. Puis-je désirer encore? Pourrais-je désirer une personne de 16 ans? On va revenir là-dessus. Moi, je vais aussi mettre mes propres textes pour écarter ce que j'ai pu en dire ou en écrire en tant que possible et rester sur ce texte-là et ce que lui dit. Et ce qu'il dit, c'est extrêmement dur, évidemment, c'est extrêmement complexe aussi sur ce qui a trait à la violence sexuelle et à la domination, notamment la domination des adultes sur les enfants. Et sur ce qui fait ou non un enfant à 16 ans, et sur qui est de toute façon ici redoublé par des rapports de hiérarchie, un grand écart d'âge, ce genre de choses. Ce que je voudrais noter d'abord, c'est comment Mauvaise Rencontre se décline du féminin au masculin et inclut aussi la voix narrative, la voix énonciative, poétique, et ça c'est quelque chose qui est extrêmement important. On l'avait un peu évoqué avec Al Bailak dans Colza sur cette espèce de besoin, de besoin exprimé par la voix poétique en tant que butch de consommer des jolies filles, et ce que ça a de quand même questionnant et de perplexant. Enfin, moi je m'étais pas sentie très bien en lisant ce passage. Je me suis tapé une putain de crise d'angoisse en fait en lisant ça. Et je trouve qu'il faut l'aborder d'une façon aussi complexe et délicate que possible, et dans sa complexité, mais je crois que finalement aussi dans l'espèce de flou, quelque chose est dit de ce qui peut se dire, ne pas se dire, se reprendre,
à savoir que, en fait, on voit bien que tout est mis à équivalence, mais tout n'est pas à équivalence. Le jeu est aussi incriminé, mais on a cette espèce de passage des uns aux autres. Alors, en fait, il y a plusieurs glissements qui sont à la fois thématiques, temporels, et qui vont à la fois susciter empathie et horreur, et donner l'impression de quelqu'un qui viderait son sac comme un grand déversoir ou un vomitoire. C'était quand les vomitoires? C'était sur non, ça les vomitoires. Donc on a quelque chose qui part comme ça de Jack non masculin. C'est intéressant de dire non masculin et en même temps personne. Dégueulasse, irrespectueuse. Et donc on parle de quoi? Parlant de ça. Et c'est là où en fait on voit l'instabilité du référent et la difficulté à dire ce qui va être. Parce que en fait ce qui est dur c'est déjà de définir, de dire, de vivre la violence. On le sent dans cette espèce d'euphémisme de la mauvaise rencontre, qui ne parle pas de l'action, qui parle de la personne. J'ai fait une mauvaise rencontre et un euphémisme un peu cliché, hein, pour dire la violence sexuelle, l'acte de la violence sexuelle, et qui passe par donc des circonstances, une possible incrimination de soi, et qui se devient en fait plus catégorique, aussi plus masculin globalement, le barman, les flics, et même le cœur. Et donc on se rappelle que le cœur était présenté comme un régime d'autorité, mais que l'autorité ici, elle ne fonctionne plus. Je me demande à quel point j'ai provoqué ces histoires dans le seul but de pouvoir un jour les raconter, parce que je trouve extrêmement intéressant là-dedans, c'est plusieurs choses, c'est-à-dire, donc il y a quand même aussi ce truc, mais pour moi ça c'est un des trucs de la traumatophilie, alors la traumatophilie c'est pas qu'on aime vraiment ça, hein, mais de l'hypersexualisation qui peut suivre, hein, les violences sexuelles, et quand on va les chercher, on se dit, oh bah moi je vais le raconter aux copines, on va se marrer. Donc c'est ça qu'il y avait dans le rire avec les filles, et que ça noue des liens, mais on ne sait pas trop où ça s'arrête, ni où ça commence, etc. Et en fait, c'est très différent de se le dire et d'avoir cette espèce de cœur qui va le dire. Et donc en fait, le régime de vérité, il est à la fois ce qui peut poser une question extrêmement dérangeante, et en même temps la question dérangeante et perverse, elle est aussi ce qui va déranger le cœur vu comme un régime de vérité. Et donc, en fait, il n'y a pas une vérité qui serait vraiment surplombante ou au-dessus dans tout ce texte, et notamment dans cette définition, parce que les différents gens, hein, là, ils sont ramenés aussi au jerk. Voilà. À ces gens qui sont derrière les mauvaises rencontres, finalement. Et avec donc ensuite des catégorisations sur la personne qui te domine, etc. Et qui vont poser sans résoudre un peu ces questions-là. Par contre, ce qui va être résolu, c'est le doute permanent. Et là, en fait, c'est bien plus, je crois, quelque chose du doute sur une violence qui est réellement subie. On se rappelle, Christine Alfi, dans Classé dominé, dit c'est le propre de l'oppression que de douter de la violence. Et de pourquoi cette violence et en quoi ne l'aurais-je pas provoquée. Ça fait partie du package. Et ce doute, mais il n'est pas simple de rendre visible l'invisible que la mémoire tue. Et on voit que ça, c'était la tâche qui était assignée au cœur, mais qu'en fait, cette tâche, elle excède largement le cœur, et que le cœur lui-même peut être mis en doute. Parce que tout va être pris dans cette espèce de gaslighting. Je n'ai pas encore lu le livre d'Hélène Frappard, mais c'est prévu. Et on retrouve là, comme on l'avait, le gros morceau de mots. Hein. Je suis page 55 en bas. Au bout de mes lignes, chère Rose est tortillante pour voir si c'est mort. Et ça, c'était l'annonce que l'on avait au début, à l'ouverture un peu prolugale du recueil. Et donc, il y a cette espèce d'expérimentation dont on va tester, on va faire des hypothèses, mais ce ne sont pas des hypothèses gratuites de la physique, du laboratoire, ce sont des hypothèses vives. Et on va le voir avec les sens, avec la sensorialité, et en fait avec ce qui fait mal, et globalement avec la souffrance de ça passe pas. Et donc cette ambiguïté d'une gamine qui drague, pour de vrai, ça c'est le pouvoir que j'évoquais préalablement, ce pouvoir qui en fait est en effet bien plus qu'un pouvoir, et qui passe donc par, me semble-t-il, en fait là, quelque chose de l'ordre des trivialia, c'est-à-dire de la sortie de quelque chose d'un peu général, juste avant le passage métatextuel, un peu théorique, qui est rompu par quelque chose de sordide, violent et le plus souvent autobiographique, ou présenté comme autobiographique, là on le voit avec l'arrivée du jeu, et l'espèce d'hyperfocus sur des actions qui sont des érotiques, qui montrent aussi comme un embarras, on ne sait pas trop quoi faire, et la succession, comme une chaîne d'événements, donc hop, gros focus, et après comme une accélération, on se rappelle les accélérations qui étaient annoncées
au début, hein, en fait, qui va prendre ces événements, qui sont toujours des événements de violence sexuelle, accompagnés de silence, et de cette grande question, au fur et à mesure, et c'est une question que je me suis posée, que l'on vieillit, on va regarder, en fait, ça à quel âge une fille de 16 ans, quand on a été violée à 16 ans. Et donc, avec cette chose, en fait, qui est incroyablement paradoxale et dure, et que Mojwari rend extrêmement bien dans Jerk, cette, on se croit grand quand on a 16 ans, et quand on finit par avoir l'âge des gonzes en question, ou le double de 16 ans, ou son âge à lui, moi elle avait 26, alors ça allait plus vite, ou le 2 x 16, etc. Moi je veux dire, je les ai regardés, hein, les lycéens, etc., en me disant, mais. Ouais, les lycéens, lycéennes, en me disant, mais vraiment, comment. Comment, en fait? C'est vraiment le comment. Et parce qu'en fait, là, ce qu'il y a derrière, c'est l'espèce d'empathie. C'est pas exactement l'empathie de Kate Mann, qui est l'empathie qui va souvent trop vite, dans une trop grande proportion, ou à tort, vers des hommes le plus souvent accusés de violences sexuelles. Oh là là, le pauvre, ça va détruire sa vie, alors que bon, le morceau, on s'en fiche, quoi. C'est ça, à peu près, l'empathie. Et là, il y a cette vraie question des victimes qui ont besoin de comprendre souvent, et qui se demandent si, est-ce que ça peut pas leur arriver à elles aussi? Parce qu'on a ce cliché de. euh, qui est rappelé d'ailleurs ici aussi. La mauvaise rencontre est une personne qui a fait beaucoup de mauvaises rencontres. Je n'en suis pas si sûre. Mais je pense que ça fait du bien de se le dire, ou en tout cas, c'est fait partie de ces clichés qui sont charriés, qui circulent, et qui vont amener à essayer de piger comment ça se fait, et à quel point j'en serais aussi ou non capable, et comment ça se passe, et qu'est-ce que l'on voit dans tout ça, et cela en étant quand même un peu hors de soi, hein, ou pas réellement soi, ou pas connecté avec soi-même, mon corps et son désir, j'ai peur de sortir de chez moi, j'ai 34 ans. Et donc là, on voit des événements et des périodes très différentes de la vie. Alors, c'est vachement bien, c'est dur. Trigger warning, évidemment. Un grand merci à Mojwari pour ce recueil. Coup de poing. En tout cas, ça fonctionne vraiment bien. Je vais pas tout le lire ici, hein. Moi l'idée c'est quand même que vous ayez un peu envie de le lire, d'autant plus qu'il s'agit d'une poésie narrative, et je crois effectivement que s'agissant, on va dire en gros, de ce qui est dur à dire, j'ai mentionné Springora et le consentement, peut-être bien qu'il y a aussi quelque chose de particulièrement propice dans la poésie à dire ce qui ne peut être dit, puisque c'est quand même un peu la grande charge de la poésie, que c'est plus facile avec les syncopes qu'on va aller chercher un autre chose de la littérature qui sera peut-être aussi moins explicatif, et qu'il est quand même, en tout cas, la structure polyphonique fonctionne extrêmement bien, et elle écarte aussi des lectures, on va dire, biographiques trop strictes, tout en amenant quelque chose de narratif avec cette temporalité qui me semble particulièrement spécifique à la temporalité de la violence vécue, et d'une violence qui est vécue sur une période. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, de sortir des violences événementielles pour prendre en compte les violences euh, structurelles, en fait. Voilà. Et comment la violence événementielle dit quelque chose d'une violence structurelle. Ça dit aussi, si on ne comprend pas ce qui se passe, si on ne prend pas en compte en fait des temps plus longs. Et donc, un grand bravo à Mojwari, merci pour un recueil dont la lecture est donc difficile et, je crois, essentielle. Je vous dis à bientôt.